Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Chers amis, le débrief de retour, la troisième partie de ce débrief de Radio VFM et Foot Normand. On est toujours avec l'incontournable Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et on a toujours notre invité qui était avec nous tout à l'heure sur la deuxième partie consacrée au Havre. C'est Arnaud Boubet, entraîneur d'Agon-Coutainville. Salut Arnaud. Salut à tous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. La deuxième partie, vous le savez, vous en avez pris l'habitude. La troisième partie, désormais consacrée évidemment à l'actualité du foot dans la région. Et on va parler, bien sûr, principalement de ce club d'Agon-Coutainville, avec son entraîneur, Arnaud Boubet, qui, on le disait, est notre invité donc dans cette troisième partie. C'est sa deuxième saison, Arnaud Boubet, dans ce club d'Agon-Coutainville, qui pointe actuellement à la 7e place du groupe A de Régional 3. Et évidemment, on a bien fait les choses. Arnaud, on vous accueille un lendemain de victoire, puisque vous êtes imposé 1-0 face au FC Saint-Lomange. C'était la condition pour venir, effectivement. c'est très agréable de venir. On scrutait le résultat avec Mathieu tout le week-end. On se disait, si ça se passe bien, on a notre invité. Si ça se passe moins bien, il faut nous en trouver un autre. Non. Exactement. On a invité le coach de Saint-Lô, c'était la C, c'est ça? Ouais, là, c'est Gary Chastas. Bon, en tout cas, c'est une victoire qui fait du bien parce qu'elle vous permet en tout cas d'ancrer votre place dans ce qu'on appelle communément le ventre mou du championnat. C'est ça. Et puis c'était déjà la première victoire, c'était de pouvoir rejouer. Puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu la chance que ce soit en match amical, soit encore plus en compétition de rejouer. Donc là déjà le plaisir énorme de pouvoir se retrouver vestiaire, préparation de match et puis rencontre officielle. Et puis le match est plutôt bien goupillé, donc c'est un week-end réussi pour notre équipe. Ouais. Vous êtes un nom qu'on connaît quand même évidemment, Arnaud, dans la région. Vous êtes éducateur depuis longtemps, on le disait, à Agon-Coutainville aujourd'hui, c'est votre deuxième saison. Mais vous avez un petit peu sillonné le Calvados et la Manche précédemment. Oui, alors au rythme un petit peu de mes déplacements et de mes projets professionnels, mais d'abord je me suis installé au club de Ouistreham avec en charge l'école de foot, un rôle d'adjoint d'Olivier Jobat en DH qui m'a, je pense, créé une vocation, puisque c'est lui qui m'a vraiment donné envie de me plonger là-dedans. Un passage à l'AGECAN avec les jeunes, l'année de mon brevet d'état, de mon BEF, pardon, une saison en R3 à Coutances et puis 2 saisons à Bourg-Guébu. Malgré la route, c'était une opportunité que je ne regrette pas puisque j'y ai rencontré des personnes formidables et puis voilà, des émotions de la Coupe de France, des belles saisons en Régional 2 qu'on a pu partager, Mathieu, voilà, sur la Coupe de France. Donc ça m'a conforté dans mon envie de continuer à coacher, encadrer, et puis ça a renforcé mon amour pour la Coupe de France. Donc ça c'était l'épisode Bourg-Guébu qui était vraiment chouette. Vous êtes qualifié quand Mathieu a suivi votre épopée en Coupe de France. Ouais. Vous êtes qualifié? Tout à fait. On a fait 6e tour avec la présence de Mathieu au bord du terrain. Donc bon, ça il est pas totalement chat noir. Ça c'est un exploit parce que c'est très souvent le chat noir. Voilà. Je connais certains clubs qui désormais lorsqu'ils reçoivent le texto de Mathieu Billot pour vous demander si vous acceptez qu'il couvre votre avant-match, certains commencent à se poser des questions. Je dément formellement ces propos. C'est pas de ma faute si des mecs ratent des pénaltys dans la dernière minute. Ouais, j'y suis strictement pour rien. Mais ouais, je voulais y venir parce que c'est vrai qu'il y a eu cette aventure, cette épopée avec Bourg-Guébu, un 6e tour, c'est ça? Ouais, 6e tour. Qui s'est terminé contre le club de Grand-Quevilly, ouais. Qui était pensionnaire de Hérin à l'époque, avec toujours d'ailleurs avec un gros projet parce que ils ont fait une ou 2 saisons en N3 derrière. Mathieu Duhamel et compagnie. Il y avait eu des belles perfs. Bourg-Guébu, c'est on parle beaucoup du mot amateur dans le football, notamment en Coupe de France quand on atteint les 32e, les 16e, qui est complètement galvaudé parce que, et d'ailleurs c'est pas péjoratif, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui vivent de leur activité football même s'ils sont pas professionnels. Là à Bourg-Guébu, il prend tout son sens ce mot amateur. Oui. C'est des mecs qui bossent, qui sont étudiants, qui viennent s'entraîner le soir, 1 fois, 2 fois, 3 fois max par semaine, dans des conditions pas toujours top. Bon, le climat, forcément en Normandie, l'éclairage, et qui se retrouvent, qui jouent le dimanche après-midi, si je me trompe pas, en tout cas à l'époque c'était ça, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. Et c'est vraiment, il y a les familles, il y a les femmes, il y a les enfants. C'était vraiment le football comme on l'aime. Et c'était vraiment des super émotions avec 2-3 perfs au passage. On avait fait Bayeux, on avait fait Flers, on avait fait Argentan. Les 3 équipes hiérarchiquement supérieures. Le constat que je fais, c'est qu'un club comme Bourg-Guébu, celui comme Coutainville se ressemble énormément. C'est qu'on est dans le vrai foot amateur, dans le vrai foot familial, dans des valeurs qui se perdent quelquefois, même dès nos niveaux, et on le ressent même sur certains projets de Régional 2, Régional 3, où il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Là, en tout cas, ces 2 projets-là, et j'en suis fier et je l'apprécie énormément, c'est que c'est des projets qui sont axés vraiment essentiellement autour de l'humain, et c'est comme ça que ça s'est fait. Vous y faisiez référence avec Agon-Coutainville.
C'était votre premier match, le week-end qui vient de se dérouler, depuis le 18 décembre. Voilà, au mois de janvier, il y a eu 3 week-ends même off au niveau Ligue, avec le retour, on va dire, de la crise sanitaire qui n'avait jamais vraiment disparu, la décision de la Ligue de reporter l'intégralité des journées. Comment, justement, dans le football amateur, dans un club de N3, on a vécu ça sur les réseaux, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a eu un peu deux sentiments qui se sont mêlés. Il y a des présidents qui étaient favorables à ce report parce qu'ils disaient que c'était ingérable, notamment pour les enfants, de gérer les cas contacts, gérer les autotests et tout ça. Et il y en a d'autres qui craignaient un petit peu que c'était le retour de ce qu'on a vécu les 2 saisons précédentes, avec presque, certains disaient même, ça y est, c'est fini, c'est une saison blanche. Comment on l'a vécu à Agon, cette période du mois de janvier ? Avec patience, et je pense que ça devrait être à tous notre maître mot, c'est qu'il y a des choses qui nous appartiennent et d'autres qui nous appartiennent pas, et que en France on a tendance à toujours vouloir contester ou faire autrement. Ça aurait toujours pu être mieux autrement. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont compétents pour déterminer si on peut jouer, si on peut pas jouer, alors qu'il y a des clubs qui soient pour et des clubs qui soient contre, c'est une chose. Après, si certains dirigeants, joueurs, éducateurs s'estiment bafoués par les décisions qui ont été prises, je leur invite humblement à se présenter en tant que dirigeant à la Ligue. Il y a des places à prendre, des sièges à prendre, même dans les districts. Et ils feront sûrement mieux. Comment ça se passe aujourd'hui, la gestion un petit peu de tout ça? Je pense notamment à la situation du pass sanitaire, enfin du pass vaccinal, enfin non, du pass vaccinal qui est devenu du pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal. Je vais le mettre dans le bon sens. Même le président de la Villaroy s'y trompe. Vérifiez les feuilles de match. Il y a presque de quoi s'y perdre. On a entendu plutôt l'entraîneur du l'AS Granville, par exemple Sylvain Didot, regretter que l'un de ses joueurs, Anthony Barbier pour ne pas le citer, puisque lui effectivement cite son nom chez nos confrères de la presse de la Manche, ne souhaitait pas se faire vacciner, que ça lui posait évidemment des problèmes dans la gestion de son effectif. Est-ce que c'est le cas aussi dans les clubs de Régional 2, Régional 3 comme le vôtre? On a réussi à convaincre les derniers réticents. Alors entre ceux qui étaient réticents, qui ont fini par se faire vacciner, ceux qui n'étaient pas vaccinés, qui ont fini par être positifs et donc d'avoir le pass vaccinal pour 4 mois. Ça en a sauvé quelques-uns, ceci dit. Voilà, moi d'avoir le Covid. Aujourd'hui je peux aligner tous les joueurs qui sont licenciés au FC Agon-Coutainville en Régional 3. Voilà, on a tout, on a réglé tous ces problèmes-là. Tous les passes vaccinales sont valides. Le plus compliqué, c'est dans la gestion au quotidien. Alors au tout début, forcément, il fallait être exemplaire sur les séances et être vraiment dans la rigueur. On le voit aujourd'hui maintenant sur les matchs, mettre en place les contrôles des passes sanitaires, trouver les dirigeants pour le faire, parce que c'est aussi ça, la vie des clubs amateurs, c'est réussir à trouver toute une structure, une organisation pour que chaque mission soit remplie. Donc c'est hyper contraignant. Moi, il faut surtout garder à l'esprit que dans 6 mois, c'est fini. Voilà, concrètement, dans 6 mois, si tout va bien, le pass vaccinal ne sera même plus obligatoire pour jouer. On va retrouver le plaisir des clubhouse, le plaisir des manifestations et des moments extrasportifs qui nous feront oublier un petit peu tout ça. Donc vous alignez tous les joueurs que vous avez à disposition, et notamment un depuis peu de temps, car la semaine dernière on faisait une spéciale Mercato avec les dirigeants du Stade Malherbe et du HAC, mais le Mercato ça concerne aussi les clubs régionaux, les clubs départementaux, et Agon-Coutainville a peut-être réalisé l'une des plus belles opérations du Mercato régional, avec la signature d'un nom bien connu, un certain Thomas Vauvy. Ouais, à Coutainville, il disait même que c'était le plus beau coup des 10 dernières années au club, alors j'en suis ravi. Après, le mérite m'en revient pas. On a la chance d'avoir beaucoup de points communs avec le FC Saint-Lô déjà, puis avec Thomas Vauvy au sein du FC Agon-Coutainville. C'est qu'on a un dirigeant, Dudu, pour ne pas le citer, qui tire les bières au clubhouse, qui est autre que son oncle. On a son petit frère Basile, qui joue en équipe première. On a son cousin Romain, qui joue en équipe B. Donc il y avait beaucoup d'arguments pour faire venir Thomas, qui lui justement avait raccroché les crampons. Donc, on a pris contact gentiment dès le mois d'août et au fil des discussions on a réussi à trouver le terrain d'entente. C'est le tonton qui tire les bières. C'est le tonton qui tire les bières. Rassurez-moi, c'est pas l'argument principal qu'a fait signer Thomas Vauvy quand même. Non, mais c'était la proximité familiale. Voilà, le fait de passer des moments et ça colle avec ce qu'on disait auparavant, c'est que à notre échelle, à notre niveau et au FC Agon-Coutainville, on en est fiers, c'est qu'on a un club très familial où il fait bon vivre, et de pouvoir avoir cet argument-là pour signer des joueurs de cette trempe-là, c'est vraiment chouette. Donc il n'y a pas de contrat fédéral à Agon-Coutainville, il est venu pour autre chose, Thomas Vauvy. Il est venu pour se faire plaisir à un niveau inférieur. Je pense qu'il a quand même envie de faire quelque chose à Coutainville, et c'était une des conditions pour qu'il vienne, c'est qu'il venait pas juste pour mettre son nom sur la feuille de match et jouer. Donc il a envie de s'entraîner, il a envie de s'investir, il va participer, j'espère avec moi, sur la construction de l'équipe et des équipes pour la saison à venir, parce qu'il se projette un minimum, et j'en suis fier. Donc on a envie de faire des choses ensemble, et on va y arriver. Parce qu'on rappelle qu'il est salarié évidemment du club du FC Saint-Lô-Manche, il est en charge des partenariats notamment, et donc il a rechaussé les crampons pour aller jouer chez le club voisin et ami du FC Agon-Coutainville. Mathieu. Oui, tu parlais, on a envie de construire quelque chose ensemble. Justement, un club de la dimension d'Agon-Coutainville en R3, c'est quoi son ambition? On est bien là où on est, ou pourquoi pas aller voir
allez, on va dire un étage au-dessus qui peut être encore tout à fait abordable d'un point de vue sportif. Quand on a discuté avec Agon pour travailler ensemble, moi c'était voilà, par rapport à son passé en DSR il y a quelques saisons, c'est un club qui est taillé pour le niveau régional, et je pense que le régional 2 doit pas être un obstacle insurmontable. Je pense que c'est un objectif qu'on peut avoir à moyen terme. Je pense qu'il faut pas être impatient non plus. On sait qu'on sort de saisons difficiles pour différentes raisons. Le Covid, voilà, la montée qui avait été faite grâce au quotient, une saison l'année dernière qui a été écourtée. Donc je pense qu'on peut pas arriver demain en se disant voilà, on va jouer la montée. Donc là, l'idée c'est de construire. L'idée c'est de faire venir du monde à l'entraînement. L'idée c'est de faire vivre le club. Et si ça doit venir, ça viendra naturellement. Surtout qu'on le rappelle, hein, les championnats régionaux sont un peu aussi un tournant dans leur construction. Il y a enfin, c'est plus qu'un projet d'ailleurs, j'allais dire c'est un projet, mais non, c'est pas un projet, ça va se concrétiser dès la saison prochaine, dès les 2 prochaines saisons, avec notamment la disparition de 2 poules de Régional 3. Il y en a 10 actuellement, il y en aura 8 à terme, ce qui veut dire qu'il y aura plus de clubs qui vont aller au niveau départemental. On rappelle que tout ça, hein, c'est des directives fédérales, qu'il faut seulement qu'il y ait 10% du total des clubs qui évoluent au niveau régional, national. C'est un petit peu complexe. Toujours est-il que sur le terrain, ça fera qu'au lieu de 10 poules, il n'y en aura plus que 8. Donc ça va être des batailles. Donc le meilleur moyen, j'ai envie de dire aussi, de rester en N3, c'est de viser le R3. N3, on aimerait bien N3, ça viendra plus tard, Mathieu. 2-3 sponsors supplémentaires et c'est bon, ça passe. Il y a forcément, c'est une saison charnière. Il faut pas se louper. Après, il faut pas non plus s'effrayer. Il faut pas s'affoler par rapport à ce nombre de descentes. Nous, l'idée, c'est d'en laisser au moins 4 derrière nous et voir plus loin ensuite. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les clubs. Hein. Là, c'est poule à 13 avec ces montées mais ces non-descentes qui ont aussi bousculé le fonctionnement des championnats. Il y a cette réforme maintenant. Il faut être attentif. Voilà. Arnaud, donc vous êtes entraîneur, mais on le précise pour ceux qui ne sont pas, vous n'êtes pas entraîneur à temps plein, ce n'est pas votre activité professionnelle principale. Vous êtes brasseur, oui. Vous êtes également père de famille, oui. Donc le foot vient à côté, en plus de tout ça. Donc j'ai une petite question de quelqu'un que vous connaissez, de Monsieur Clément Hébert, pour ne pas le citer, voilà, qui est l'un de vos amis, qui est au passage l'un de nos confrères de la rédaction sportive de Ouest France. On aurait même pu dire de Clément H qui souhaite garder l'anonymat. Ouais, non, on va un peu voilà, on peut pas l'inviter vu que son domaine de prédilection c'est plutôt le ballon orange que le terrain vert, mais voilà. Donc il y a une petite question à vous poser. Il demandait qu'est-ce que vous apportez le foot dans votre quotidien toute la semaine, voilà, à côté de vos activités, donc du coup de brasseur et de père de famille. De la stabilité et puis de l'équilibre. Voilà, je pense qu'on est beaucoup d'entraîneurs régionaux dans ce cas de figure-là. On n'est pas tous professionnels du football. On a notre activité, notre vie de famille à côté et notre activité footballistique, elle est surtout passionnée. Alors, elle est souvent contractuelle, elle est rémunérée parce qu'on est diplômé, mais c'est pas notre métier. Maintenant, aujourd'hui, moi j'ai beau faire 60-70 heures par semaine pour ma brasserie artisanale, j'imagine pas une seule saison sans foot. Je pense que je serais difficile à vivre et que ça pourrait déboucher sur une séparation. Ça serait quand même dommage que ma femme me supporte plus. Donc pour mon équilibre et pour le bien de tout le monde, je pense qu'il faut que je garde cette activité-là. Et je sais qu'on est énormément dans ce cas-là. Alors peut-être un petit peu moins sur le niveau régionaux supérieur, mais je sais qu'en Régional 3, on n'est pas tous salariés de club à temps plein et que c'est avant tout un investissement de passion. D'accord. Et pour le reciter de nouveau, Clément nous demandait si c'était justement un peu une soupape de décompression, même dans ces temps un peu compliqués, dans ces temps de Covid. Est-ce que ça, voilà, c'est un peu la bouffée d'oxygène des fois un petit peu qui fait du bien, quoi. Même si on s'en plaint souvent en ce moment, ces dernières saisons de la crise sanitaire, le fonctionnement des clubs qui est bouleversé, c'est très difficile de s'organiser, et pour autant il y a toujours le même plaisir de se retrouver en semaine pour préparer les matchs, et puis là depuis le week-end dernier de pouvoir même redisputer des matchs officiels. Donc effectivement c'est une soupape de décompression, c'est un échappatoire, on va pas aller sur ces termes un petit peu plus marqués, mais en tout cas c'est vraiment ça contribue, je pense, à l'équilibre de chacun, et il en est de même pour nos joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, dans tout leur parcours de vie professionnel et familiaux, ils retrouvent aussi à travers le foot une parenthèse à eux qu'on réussit à préserver et qu'on essaye de renforcer.
En tout cas, vous n'avez aucun mal après une bonne victoire à savourer une bonne bière. J'ai aucune difficulté pour ça et je suis pas difficile. C'est quoi comment dire, l'organisation hebdomadaire d'un club comme le FC Agon-Coutainville en termes de fréquence d'entraînement? Alors nous on a 2 séances par semaine, j'adorerais en planifier une 3e malgré un peu du temps déjà bien chargé, mais je pense que ça nous permettrait de franchir un palier sur le rythme. On a des infrastructures à Coutainville qui sont exclusivement en herbe, donc on ne peut pas en période hivernale s'entraîner comme on le souhaiterait. Donc là on a un créneau grâce à la CMB, la communauté de communes de Coutances-Mer-et-Bocage. On a un créneau sur le synthétique de nos voisins coutancais le mardi soir, donc on peut s'entraîner déjà une fois à coup sûr le mardi soir sur synthétique à 10 minutes de Coutainville et une deuxième séance le vendredi soir. Voilà, donc si on pouvait en caler une 3e, je pense que ça profiterait à tout le monde, mais on est à notre échelle et on est à notre niveau. Vous faites référence aux conditions d'entraînement et donc à cette séance délocalisée du coup chez le voisin à Coutances. Est-ce que vous estimez pour un club de la dimension Agon-Coutainville avoir un synthétique en permanence, donc peut-être faire 2-3 séances. Nous on adorerait. Ça pourrait faire franchir un cap. Et c'est rigolo, on en parlait hier parce que donc dans mon activité professionnelle, je tiens un bistrot dans lequel je diffuse des événements sportifs et j'ai eu la chance d'accueillir toute l'équipe de rugby du RCPC, donc le rugby club du Pays de Coutances, qui sont nos voisins puisqu'ils ont vraiment les terrains de rugby qui sont collés au terrain de football et on a envie de faire plein de choses ensemble parce qu'il y a beaucoup de points communs dans nos organisations et dans nos envies, nos ambitions en tout cas de progresser et si on réussissait à convaincre nos élus de mettre un terrain de rugby, un terrain synthétique, à disposition du rugby et du foot, ce serait fabuleux et ça serait un bond en avant pour nos 2 clubs. On rappelle que certaines collectivités ne le savent pas forcément. Moi, j'ai participé à une organisation la semaine dernière, une remise de maillot, et le maire de la commune ne le savait pas. Il y a des fonds qui sont à disposition des clubs. Peut-être que Christophe pourra nous en dire un mot, notamment les FAFA, Fonds d'aide pour le football amateur, qui est une somme qui est prélevée sur l'argent des droits télé du football professionnel. Qui sont à disposition des clubs. Il y a des dossiers à monter que vos districts peuvent vous aider. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne couvre pas la totalité des sommes. Un synthétique, ça coûte énormément d'argent, mais ça peut aider. Ça peut aider des fois à boucler un budget. Ça peut aider. Alors, ça concerne, c'est même de l'éclairage, tout ça. Ça permet surtout de cofinancer. Et souvent, c'est vrai que les CMB, les communautés de communes sont contentes quand ce ne sont pas les seuls à financer. C'est un complément. Effectivement, c'est un complément de financement puisque voilà, faut quand même resituer. C'est une aide, certes substantielle, mais qui ne va pas quand même dépasser 10 à 20% suivant que vous vous situez en zone de revitalisation rurale, en quartier prioritaire, etc. Donc une fois que vous avez ça, il faut quand même aller chercher les 80 à 90% qui manquent. Alors certes, sur des infrastructures comme celle-ci, lorsqu'elles sont structurantes pour un territoire, il peut y avoir, on ne va pas faire de financement, de cours de financement public, mais tout de même, il peut y avoir des aides du département, de la région, de l'État, évidemment, qui permettent finalement, bon an, mal an, à la collectivité, maître d'ouvrage, comme c'est le cas souvent d'une commune, de s'y retrouver, d'avoir un équipement structurant sans que, évidemment, ça la mette en difficulté financièrement. Et de ne pas mettre l'accent sur une discipline. Là. Voilà, nous, on sait que les liens qu'on tisse avec le rugby peuvent nous permettre ça peut donner du poids à ce type de projet-là. J'ai le souvenir du club de West Cotentin qui ont eu un terrain synthétique très récemment et qui profitent à différentes pratiques. Et je pense que ça, c'est un argument de taille parce que soit pour les scolaires, que ce soit pour des différents clubs sportifs, ça doit être des arguments pris en compte. Après, on sait aussi que c'est jamais le bon moment pour investir dans ces choses-là et que ça coûte beaucoup d'argent. Ça sera un souhait et un projet pour notre club, je pense, dans les années à venir, mais on sait très bien qu'il faut voir loin pour ce type de projet-là. En tout cas, si certains élus hésitent et se disent il nous manque peut-être quelque chose pour franchir le pas, ils savent qu'il y a des aides qui existent et qui peut justement les faire basculer du non vers le oui pour ce type d'installation. Une petite dernière pour terminer. On parlait des souvenirs de Bourguébu, de la Coupe de France. Ton meilleur souvenir lié au football, que ce soit sur un banc de touche, dans les tribunes ou même quand tu étais joueur il y a quelques années? Le meilleur souvenir, c'est comme on disait tout à l'heure sur la deuxième partie, de soulever un moment ou une rencontre. J'aurais tendance à dire, il y a quand même une chose que je retiens dans mon parcours aujourd'hui de footeux, c'est ma rencontre avec Olivier Joba. Alors je sais qu'on me considère j'ai des amis en commun qui me disent que c'est mon papa, mon deuxième papa, et ça fait trop longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir une bouteille de rouge et puis de partager un repas avec Olivier, que je suis attentivement dans ses résultats à Bayeux. Il est grand temps de lui lancer l'invitation, je suis sûr qu'il l'acceptera. J'adorerais, mais c'est pas faute d'en discuter, mais on n'arrive pas à bloquer cette date-là. Mais cette rencontre avec Olivier à Ouistreham, moi, a changé complètement ma vision de l'encadrement. J'ai commencé à passer mes diplômes sous ses conseils.
conseils et sous son tutorat notamment, et aussi bien en tant qu'éducateur et des bandes DH à côté d'Olivier Jobat, c'est vraiment quelque chose, hein. Et le fait de taquiner maintenant les arbitres de touche qui sont devant mon banc, je dois à Olivier qui m'a beaucoup fait rire sur ces bandes de touche à discuter avec les arbitres assistants, et il y a plein de choses qui m'ont inspiré, et en tant qu'entraîneur évidemment par son vécu, par son parcours et par ses compétences, mais surtout humainement, c'est vraiment quelqu'un de chouette, donc voilà, je dirais ma rencontre avec Olivier. Le corps arbitral remercie Olivier Jobat pour les conseils qu'il a. Toujours bienveillant et bon enfant, ça n'a jamais dépassé les bornes. Bien entendu. Qui aime bien châtie bien, c'est un petit peu le propos d'Olivier Jobat envers le corps arbitral. Et du coup, les footballeurs aiment beaucoup les arbitres, du coup, voilà. Prochaine rencontre, Arnaud, pour le FC Agon-Coutainville, ce sera la réception de la Lanterne Rouge, hein, je crois, c'est ça, oui. Douve Divette. Oui. C'est très joli ça, Douve Divette, le 12 février. Le Scud, c'est le nom du club, c'est le Scud. Voilà, c'est un match piège pour nous, parce que c'est une équipe qui est en difficulté, mais qui a un entraîneur qui met beaucoup de choses en place et qui pourrait profiter de ce match-là pour se donner un dernier espoir. Et nous, il ne faut pas qu'on se laisse griser par notre victoire de ce week-end, qui était relativement poussive malgré tout. Donc ça va être un match difficile. Eh ben, c'était un plaisir, Arnaud Boubé, de vous avoir reçu dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Mathieu ? Oui, juste un petit mot pour dire qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une thématique autour de la Gambardella, puisque la Normandie a la chance d'avoir toujours 3 clubs engagés pour les 8e de finale de la Coupe Gambardella. Le Stade Malherbe qui se rendra à Brest, les matchs ont lieu le 20 février. Le HAC qui a un déplacement compliqué à Lyon-Duchère. Qui bat le PSG, ça. Et qui a signé la performance de battre le PSG avec 2-3 jeunes très intéressants qu'on pourra retrouver dans quelques années au Stade Océane. Et le 3e, l'US Avranches, qui a aussi un déplacement décidément très compliqué, 3 clubs, 3 déplacements, puisqu'ils iront à Strasbourg. Donc là, c'est vraiment le... Et j'en profite pour saluer Florian Lucas, qui fait un parcours remarquable avec ces jeunes à Avranches et que j'ai eu la chance de rencontrer en formation aussi. D'accord. Et qui réussit un très beau parcours. Voilà, qui est le co-entraîneur des U18 de l'US Avranches à l'aventure. Et qui est passé par la Virois, ce qui ne gâche rien. Félicitations. Parfait. Et on suivra évidemment les performances des jeunes engagés dans cette Coupe Gambardella. Il faudra regarder, mais je crois que la Ligue de Normandie, effectivement, l'une des ligues qui a le plus de clubs, de représentants sur... alors c'est peut-être pas le plus de clubs, mais en tout cas elle fait partie des ligues qui sont très bien représentées. Non, mais il n'y a pas de stade parce que c'est un peu compliqué, mais 3 clubs en 8e de finale, depuis 10 ans c'est du jamais vu, tout simplement. Voilà, donc, Et en plus, le Stade Malherbe aura joué, il y aura aussi le Havre, on l'a dit, qui jouera en match décalé le lundi, il y aura une journée complète avec de la Coupe du Championnat, bref... Menu copieux et passionnant la semaine prochaine dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. On remercie Quentin Radic qui a assuré comme d'habitude la réalisation parfaite de ce débrief. On remercie notre invité Arnaud Boubé. Merci Mathieu. Merci à toi Christophe. Et bonne semaine. Bravo pour votre émission. C'est très gentil. Belle semaine à toutes et à tous. Et à très vite sur Radio VFM et Foot Normand pour parler foot. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.